Merci. Mais bonjour à tous et à toutes. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà mon nom. Je m'appelle Michael David Miller. Aujourd'hui, en fait, c'est mon 29e anniversaire. Donc, je suis très content de pouvoir le fêter avec vous. En fait, c'est mon 32e anniversaire aujourd'hui. Et j'ai décidé de venir le fêter avec vous et de parler de Wikipédia, puis en plus de m'enfuir de Montréal, parce que c'est le chaos là-bas. Donc j'ai hâte de vous donner aujourd'hui un aperçu de l'univers du monde Wikipédia, au-delà du texte de l'article que nous lisons tous et toutes. Aujourd'hui, nous n'allons pas suivre une formation traditionnelle de comment contribuer à Wikipédia, mais je vais vous donner davantage un aperçu de ce qui se passe autour et derrière Wikipédia. C'est bon ça? Oui. Ok. Tout d'abord, permettez-moi de vous me présenter. Je suis wikithécaire, ou bibliothécaire plus wikipédien, depuis août 2017. Je suis également bibliothécaire en littérature française, sciences économiques et études LGBTQ+, à l'Université McGill, depuis 2014. Et je suis également le vice-président de Wikimedia Canada depuis octobre 2019. Donc c'est quand même un rôle nouveau. J'ai un bac en études françaises de la Michigan State University, un autre bac en études publicitaires de la Michigan State University. En fait, c'était en 2011, j'ai déménagé au Québec pour entreprendre la maîtrise en bibliothéconomie à l'Université de Montréal. Et c'est la maîtrise requise pour qu'on puisse être bibliothécaire en Amérique du Nord. Donc, d'ailleurs, vous pouvez également avoir accès à cette présentation à travers ce lien-là, https://mcgill.ca/x. Vous pouvez lire, ça va vous donner l'accès à la présentation et aux notes. Donc, j'ai tendance à écrire tout ce que je veux à propos d'une diapositive dans mes notes, donc vous pouvez relire ou regarder la présentation quand c'est diffusé. Vous allez avoir accès à toute la présentation. Ok, c'est ça le deuxième page aussi. À la fin de cette présentation, nous devrions être en mesure de faire la différence entre Wikipédia et le mouvement Wikimedia, comprendre les principes fondateurs de Wikipédia, comprendre la navigation des pages d'articles, de discussions, d'aides, d'histoire, voir qui a contribué à l'article et trouver des statistiques sur les différents articles et contributeurs qui contribuent au mouvement. Donc, commençons par définir le mouvement Wikimedia et la Fondation Wikimedia. La Fondation Wikimedia est l'organisme qui chapeaute l'ensemble des projets Wikimedia. Donc, c'est la fondation qui crée l'infrastructure et soutient l'infrastructure pour les projets tels que Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons, etc. Le mouvement Wikimedia est tout le monde qui contribue à ces projets-là. C'est un mouvement des savoirs libres, qui vise le libre partage de l'ensemble des savoirs humains gratuitement. En fait, oui, c'est ça. Donc, la mission de la Fondation Wikimedia est de donner au monde l'envie et les moyens de rassembler, de développer des ressources éducatives sous licence libre ou dans le domaine public pour les diffuser dans le monde entier. Donc, le projet encyclopédique Wikipédia est probablement le plus connu de l'ensemble des projets du mouvement Wikimedia, mais il y en a d'autres grands projets tels que Wikidata, Wikimedia Commons, Wiktionnaire, etc. Qui m'amène dans la prochaine diapositive. Au total, il y a 11 projets qui font partie, projets externes, pardon, il y a 11 projets externes et 8 projets internes, donc c'est juste des projets externes qu'on voit là sur la diapositive. En fait, dans mon milieu des bibliothèques, on a tendance à utiliser davantage ou contribuer davantage à Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata et Wikisource. Et aujourd'hui, on va juste regarder vraiment Wikipédia, et on va parler tout brièvement de Wikidata et de Wikimedia Commons. J'aurais besoin de probablement une journée et demie pour couvrir tous les projets et d'avoir d'autres personnes qui pouvaient en parler de certains projets que je maîtrise moins bien. Donc, avant de continuer, je crois que c'est important de définir un petit peu qu'est-ce qu'un wiki. Un wiki, c'est une plateforme souvent collaborative qui peut être soit publique, dans le cas de Wikipédia, ou des plateformes privées qu'on peut utiliser à l'intérieur de nos compagnies, nos organismes, etc., qui permet la contribution à travers un navigateur web. Alors, je n'ai pas mis mon minuteur. En tout cas, elle va me dire quand j'ai...
quand je commençais à dépasser mon temps. Ça fait beaucoup penser à la plateforme Drupal ou WordPress. Et tous les projets du mouvement Wikimedia sont hébergés dans les plateformes Wiki, dans une instance spécifique qui s'appelle MediaWiki, qui a été développée justement par la Fondation Wikimedia pour l'ensemble de leurs projets. Donc, MediaWiki, on peut penser à une sorte de version modifiée de Drupal ou de WordPress que la Fondation Wikimedia a utilisée, puis ensuite rend disponible pour d'autres à utiliser. Donc, il y a beaucoup d'autres projets qui sont à l'extérieur du mouvement Wikimedia qui utilisent MediaWiki comme plateforme. Donc, si on prend le nom de Wikipédia et on le divise, on se retrouve avec Wiki, qui, en gros, dans ce sens-là, même si c'est un mot hawaïen, ça veut dire dans le monde Wikipédia, ça veut dire communauté, et pédia, c'est la référence à l'encyclopédie. Donc, on a Wikimedia, qui est les médias communautaires. Donc, Wikimedia, c'est l'ensemble des projets Wikipédia, Wikidata, etc. Puis Wikidata, c'est des données communautaires, et Wiktionnaire, c'est un dictionnaire communautaire, etc. Donc, il faut quand même faire attention, puisque ce n'est pas tous les wikis qu'on découvre qui font partie du mouvement Wikimedia. Par exemple, on a Scholarpedia, Citizendium, Conservapedia, qui a été créé par des personnes conservatrices parce qu'ils trouvaient que Wikipédia était trop de gauche. Il y a Unencyclopedia et des encyclopédies qui sont des parodies. Donc, il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez aller lire l'article sur le Québec dans des encyclopédies, c'est quand même, c'est satirique, c'est drôle. En fait, tout est satirique dans des encyclopédies. Donc, en effet, identifier un projet qui fait partie des projets du mouvement Wikimedia est quand même assez facile. En bas à droite de chaque page, il y a une icône qui nous dit que c'est un Wikimedia Project. Et donc, ça nous dit clairement si ça fait partie du mouvement Wikimedia. Et d'ailleurs, on voit à droite aussi que ça utilise l'instance MediaWiki pour héberger des projets. Donc, ces projets ici utilisent MediaWiki, mais ils n'ont pas le logo à Wikimedia Project. Donc, on continue un petit peu avec la division des efforts à travers le monde de Wikipédia. Tantôt, je vous ai dit que je suis le vice-président de Wikimedia Canada. Et en fait, Wikimedia Canada est un des plusieurs chapitres nationaux qui soutient des projets Wikimedia sur le territoire. Donc, notre but, c'est de soutenir l'ensemble des activités Wikimedia au Canada. Le mouvement Wikimedia s'organise autour justement des chapitres nationaux comme Wikimedia Canada. Il y a des groupes thématiques et il y a aussi des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices. Ces groupes sont autonomes de la Fondation Wikimedia, c'est-à-dire qu'on crée nos propres instances de gouvernance. Donc, parce qu'on est un OBNL au Canada, il faut qu'on respecte la loi canadienne sur les OBNL. Et Wikimedia France respecte la loi française et Wikimedia Allemagne respecte la loi allemande. En plus des chapitres nationaux, il n'y en a que 39. Ce n'est pas tous les pays qui en ont. Il y a aussi 2 groupes thématiques qui ne sont pas représentés sur la carte. Il y a Amical Wikimedia qui soutient les projets catalans. Puis, il y a aussi Wikimedia Medicine qui vise à améliorer le contenu médical dans l'ensemble des projets Wikimedia. Donc, il y a de plus en plus de médecins, pharmaciens, infirmiers, infirmières qui participent à Wikimedia Medicine. Puis, en plus des groupes thématiques et des chapitres nationaux, il y a aussi des groupes d'utilisateurs. Et ce sont souvent des groupes qui se regroupent autour d'une thématique. Par exemple, j'ai ici, il y a Art et féminisme qui vise justement à augmenter la quantité d'articles Wikipédia qui portent sur les femmes artistes. Il y a aussi les 100 pages. C'est un groupe qui est originaire de la Méditerranée, un groupe francophone qui souhaite transformer des liens rouges. Un lien rouge dans Wikipédia, c'est un lien qui n'a pas de page Wikipédia. Et souvent, on voit qu'il y a plus de liens rouges qui portent sur les noms des femmes que sur des hommes. Et donc, les 100 pages, leur but, c'est justement de transformer ces liens rouges en bleu. Il y a aussi un groupe LGBTQ+, qui vise à augmenter le contenu LGBTQ+. Il y a un groupe Wikimedia and Libraries qui essaie de convaincre les bibliothèques du monde et les bibliothécaires de participer davantage dans les projets Wikimedia. Si vous voulez explorer un petit peu, c'est un petit peu comme, vous vous souvenez de la publicité d'Apple, il y a une application pour ça. C'est un petit peu dans Wikipédia, il y a un groupe, si jamais, presque... Ils viennent de confirmer aujourd'hui, j'ai vu juste avant de venir,
il y a 10 minutes, le Wiki Grannies Group a été approuvé. Donc, c'est des grands-mères qui participent au mouvement Wikimedia. Il y en a tellement. C'est le fun. Donc, je crois qu'en fait, maintenant, il y a 125 ou 126. J'en ai vu 2 ou 3 qui ont été approuvés aujourd'hui. Donc, parlons maintenant de Wikipédia, ce projet encyclopédique libre, collaborative et gratuite, en plus de détails. Donc, la mission de Wikipédia est quand même noble et très ambitieuse. C'est un projet qui se veut être un projet de société. Et Wikipédia souhaite recenser l'ensemble des savoirs de l'humanité et de les rendre disponibles à tous et à toutes en libre accès dans un langage accessible. Est-ce qu'on est familier avec le mouvement du libre accès des publications scientifiques? Mais la grande différence entre le mouvement Wikimedia et le mouvement du libre accès des publications scientifiques, c'est que dans Wikipédia, il faut qu'on écrive dans un langage accessible à tous et à toutes. Donc, c'est un petit peu l'équité des savoirs, ce qu'on est en train de faire là. Parce que si j'essaie de lire un article scientifique en génie, je ne vais rien comprendre. Je vais comprendre des mots individuels, mais le sens, peut-être pas. Tandis qu'un article Wikipédia, c'est écrit pour le peuple, comme nous. Donc, j'aime beaucoup ça, cette idée de l'équité des savoirs dans Wikipédia. Donc, ici, je vais parler des 5 principes fondateurs de Wikipédia qui gouvernent chaque version linguistique de Wikipédia. Ce sont les 5 règles qui sont partagées parmi toutes les versions linguistiques. Après ça, il y a d'autres règles selon des régimes linguistiques différents qui peuvent différer. Donc, le Wikipédia en portugais va avoir des règles différentes du Wikipédia en français et en anglais. Donc, peut-être les règles d'admissibilité, qu'est-ce qui est considéré comme une source, quels sont les sujets qui sont admissibles, vont différer d'une langue à une autre. Donc, la première règle ou principe de Wikipédia, c'est l'encyclopédisme. Attends, j'ai mal dit ça. Encyclopédisme, donc c'est-à-dire que Wikipédia va recenser des savoirs humains qui existent déjà. Ça veut dire que ce n'est pas un endroit de publier des travaux inédits. Par exemple, si par travaux inédits, ça veut dire que c'est aux historiens de faire ce travail archivistique, d'aller chercher dans les archives et d'écrire une histoire, puis ensuite de publier dans un livre scientifique ou dans une revue scientifique. Et ensuite, on peut écrire sur ce sujet sur Wikipédia. Si on n'a que des lettres, des journaux intimes à citer, bon, on ne peut pas écrire un article Wikipédia sur ce sujet-là. Il faut qu'il y ait des sources secondaires publiées. La deuxième chose, c'est la neutralité de point de vue. C'est-à-dire que Wikipédia, on veut représenter l'ensemble des idées. On veut essayer de garder une neutralité, puis on sait que la neutralité est très difficile et il y a même des gens qui disent que ça n'existe pas. Je suis plus ou moins, je suis en accord avec ça. On a tous nos biais. Et donc, avec la neutralité de point de vue, c'est de reconnaître nos biais, le fait qu'on va écrire d'une certaine manière sur un sujet. Et ça se peut que quelqu'un d'autre essaie de faire l'équilibre avec ce qu'on écrit. Mais on essaie de trouver l'équilibre le plus que possible lorsqu'on écrit dans Wikipédia. La troisième chose, c'est le licence libre. Donc, en fait, l'ensemble des articles Wikipédia ont une licence libre Creative Commons qui est apposée dessus. C'est-à-dire que le contenu est gratuit, ça peut être partagé, c'est adaptable, on peut le réutiliser et on peut le modifier. Donc, si on veut prendre un article Wikipédia et le transformer en œuvre d'art, on peut faire ça. Il faut juste citer les créateurs et créatrices de l'article. Quatrième règle, c'est le savoir-vivre. Parce que c'est un grand projet communautaire, mondial, il faut être, en gros, c'est être respectueux avec tes voisins virtuels et tes voisines virtuelles. Et de ne pas traiter des gens des mots, puis juste d'être respectueux, quoi. Ce qui parfois peut être difficile parce que le monde devient très... il chauffe rapidement, puis il veut se battre sur Wikipédia. Donc, finalement, ça, c'est une règle que j'aime beaucoup. Ça parle de la souplesse des règles. C'est-à-dire qu'à part ces 5 règles, il n'y a pas d'autres règles. Il y a des règlements de gouvernance, mais toutes ces autres règles qu'on retrouve dans les langues différentes de Wikipédia peuvent être modifiées si la communauté linguistique veut les modifier. Donc, il n'y a rien qui est permanent dans Wikipédia à part ces 5 règles qu'on vient de voir. Donc, le projet francophone. Nous allons explorer un petit peu la Wikipédia francophone maintenant. La Wikipédia francophone compte un peu plus de 2 millions d'articles. On a atteint le 2 millions de chiffres en octobre 2018. 29 000 portent sur le Québec.
Donc, on va parler des fossés de contenu dans un instant, mais sur les 2 millions, il n'y a que 29 000 articles qui portent sur le Québec. Et d'ailleurs, il y a 588 articles qui portent sur la Abitibi-Témiscamingue dans Wikipédia en français. Donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent le site web, c'est souvent très hautement classé dans les sites web dans Wikipédia. C'est souvent un des sites web les plus consultés au monde. Et c'est le seul site web OBNL, pas OBNL, mais à but non lucratif qui est dans le top 10 des sites web consultés au monde, à côté de Facebook, Google, etc., Amazon. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que Wikipédia en français reçoit en moyenne 636 millions de visiteurs et de visiteuses par mois. Ce qui est rien comparé à la Wikipédia en anglais, qui reçoit, je crois que c'est, je veux dire 15 milliards. 10 ou 15 milliards. En tout cas, c'est énorme. La moitié de toutes les consultations de toutes les langues Wikipédia par mois viennent du Wikipédia en anglais. Ce qui est quand même intéressant quand j'ai vu ces chiffres ici, les consultations par mois par pays, c'est que la France représente presque 70% de toutes les consultations dans Wikipédia, tandis que le Canada ne représente que 5,4%. Puis un autre chiffre qui m'avait choqué ou étonné un petit peu, c'est le fait que la Belgique a presque le même nombre de consultations par mois que nous, mais ils ont peut-être la moitié des francophones que nous. Donc, il y a quelques francophones ici qui consultent davantage d'autres Wikipédia que le Wikipédia en français. Mais j'ai tendance à croire qu'il y a le taux de bilinguisme au Canada, au Canada francophone est très élevé, donc peut-être il y a beaucoup de gens qui consultent le Wikipédia en français, en anglais, tandis que je crois que les francophones en Belgique sont un petit peu moins multilingues. Donc, en dépit des 2 millions d'articles qu'on retrouve dans le Wikipédia en français, il y a quand même d'importantes fossés de contenu dans Wikipédia. Donc, on a parlé du fait qu'il n'y a pas beaucoup de contenu québécois. Le contenu sur les personnes des minorités sexuelles et de genre, c'est même plus bas. Il y a 5266 articles, c'est pas beaucoup. Sur l'ensemble des articles, il n'y a que, je veux dire 94 000, mais on n'est pas en Belgique, 94 000 biographies sur des femmes, qui ne représentent que 4,29% de tout le contenu, tandis que les hommes représentent presque les biographies sur les hommes, c'est 25% de tout le contenu dans Wikipédia. Donc, en fait, c'est un petit peu comme un reflet de notre société, Wikipédia, tant que la société a tendance à oublier tout le monde, sauf je ne veux pas dire des choses controversées parce que c'est la vérité, nos chers collègues hommes blancs. Donc, ils ont une très, très bonne représentation et c'est parce qu'eux, ils ont écrit la représentation. Donc, je crois que si on veut plus de représentation des femmes, des minorités, il faut que ces personnes travaillent dans la Wikipédia. J'ai une bonne suggestion de lecture ici qui a été rédigée par le président de Wikimedia France sur le biais de gens dans le Wikipédia francophone, qui est très intéressant. Ça monte entre le Canada, la Belgique, la France, certains pays francophones, les billets différents, les billets par année. C'est quand même intéressant à regarder. Donc, dans cette prochaine partie, on va regarder la page d'accueil de Wikipédia et certaines parties que peut-être vous ne regardez pas. Ou peut-être vous les regardez, donc peut-être c'est juste un petit rappel. Dans le but de mieux comprendre, mieux naviguer et mieux critiquer ce que nous consultons lorsque nous lisons un article Wikipédia. Donc, tout d'abord, commençons par la page d'accueil. On voit dans le milieu de la page, c'est là probablement la partie que le monde regarde le plus, même peut-être pas. Peut-être vous arrivez dans Wikipédia par Google et vous ne passez jamais par la page d'accueil, donc peut-être c'est tout à fait nouveau. J'avoue que moi, je passe souvent, je vais écrire ce que je cherche plus wiki. Ce que je cherche plus wiki. Cette page est divisée en plusieurs parties. Pour commencer, la partie centrale que nous voyons presque... J'allais dire presque tous par défaut, mais je me rends compte que c'est pas vrai. C'est ici où on trouve l'article labellisé du jour, et on va parler de l'article labellisé dans un instant. On apprend davantage sur les articles. On retrouve également la section d'aide ou des liens rapides qui nous envoient vers comment débuter sur Wikipédia, des portails thématiques différentes. Dans les menus à gauche et en haut, on retrouve... j'ai perdu mes... on retrouve des liens rapides qui facilitent un petit peu la navigation de Wikipédia, puis on retrouve tous les liens à gauche. Je crois qu'il y a un... En tout cas, à gauche, il y a des liens vers tous les projets frères de Wikipédia.
Puis en haut, on peut créer notre compte Wikipédia si on veut. C'est là où on peut s'identifier. Notez que la page d'accueil va être différente dans chaque version linguistique différente de Wikipédia, parce que c'est chaque régime linguistique qui choisit comment ça va être présenté la page d'accueil. Si on va dans un article Wikipédia, le menu à gauche, ça change, mais les menus en haut restent pareils. Le premier menu qu'on voit, c'est l'accueil. Et ça, c'est une partie qui reste pareille dans tous les articles Wikipédia, qui nous envoie vers des portails thématiques, si on veut regarder un article par hasard ou si on veut contacter la communauté wikipédienne. Ensuite, on retrouve la section « Contribuer », parce que Wikipédia veut plus de contributeurs et contributrices. Donc, on voit tous les liens d'aide qui peuvent nous aider à débuter sur Wikipédia. Dans la section 3, ça, c'est une section qui change dépendamment de la page sur laquelle on se retrouve. La première lien, on voit, ça s'appelle « Page liée ». Donc, ça va nous montrer toutes les pages dans l'ensemble de Wikipédia en français qui renvoient vers la page Québec. Donc, ça nous permet de voir d'autres liens, d'autres pages qui parlent peut-être du Québec. On voit aussi, il y a un endroit où on peut téléverser des fichiers. Donc, si on a des photos ou des médias qu'on veut ajouter dans Wikipédia pour alimenter le côté visuel de Wikipédia, il y a des liens faciles pour faire ça. Puis aussi, un lien pour citer cet article. Donc, si jamais vous décidez à prendre, je ne sais pas si vous transformez ça en œuvre d'art ou le transformer en poème, parce qu'on peut faire ça avec des choses Wikipédia. Il faut juste citer qu'il avait créé. Puis, ce qu'on avait décidé, ce que la communauté avait décidé, lorsqu'on cite un article dans Wikipédia, on va juste dire les contributeurs Wikipédia, parce que c'est impossible de citer toutes les 2000 personnes qui ont contribué à cette page. Finalement, on voit des liens qui nous renvoient à d'autres projets frères où il y a du contenu qui porte sur le Québec. Donc, dans Wikimedia Commons, ça va probablement être des photos à propos du Québec. Dans Wikinews, ça va, parce qu'il y a aussi une affaire Wikinews, donc des actualités à propos du Québec. Puis le dernier, je ne le vois pas. Wikivoyage. Donc, c'est des livres de voyage communautaires qu'on peut consulter. Finalement, on retrouve une partie où on peut télécharger, imprimer, etc. Puis, on voit toutes les autres langues. Et si vous remarquez, à côté de Afrikaans, on dit ça en français comme ça? Afrikaans, en tout cas, il y a une étoile jaune à côté. Ça, c'est lorsqu'on voit ça dans une liste Wikipédia de langues différentes, ça nous démontre que dans la langue, que dans cette langue-là, c'est considéré comme un article de qualité. Et on va voir ce que ça veut dire un article de qualité dans un instant. Disons, si on avait décidé de descendre la page de Wikipédia, on voit la partie que moi, je considère la plus importante, mais je suis aussi bibliothécaire, puis je trouve que c'est important de citer ces sources. Donc, on retrouve la partie de toutes les références qui ont été utilisées pour rédiger cet article. Donc, en fait, les sources dans Wikipédia sont très importantes parce que toute la crédibilité d'un article Wikipédia repose sur ces sources. Si vous consultez des articles Wikipédia qui n'ont pas de source, je douterai de sa qualité. Tandis qu'un article qui a, en principe, chaque phrase ou chaque morceau d'information qui dit un fait doit être cité. Donc, parfois, on peut avoir 2, 3 citations dans la même phrase parce qu'il n'y a pas de notoriété d'auteur ou d'autrice. Donc, toute la notoriété de Wikipédia reste sur ces citations. Mais je vous conseille toujours de vérifier s'il y a une partie d'un article que vous êtes « Ah, je vais utiliser ça quelque part », d'aller consulter la source originale et en fait, utiliser la source originale à la place de l'article Wikipédia. Dans la deuxième partie, souvent en bas des pages, on voit un petit peu à la Amazon. Si vous avez consulté ceci, peut-être vous voulez consulter cela. Donc, c'est d'autres articles qui nous renvoient vers des sujets qui sont rattachés à la page Québec. Puis finalement, on voit ici, il y a des portails. Et on va parler des portails, je crois, dans la prochaine diapositive. On voit de nouveau que ça nous rappelle que ça, c'est un article de qualité. Je crois que ça dit même depuis 2005 ou 2006. Puis, à la toute fin, on a des catégories. Donc, sur chaque article Wikipédia, un petit peu comme un catalogue de bibliothèque, où il y a des sujets qui sont attribués aux articles pour faciliter la découverte ou la découvrabilité d'autres articles qui portent sur le même sujet. Donc, si on clique sur Québec, on va voir la liste de tous les articles qui ont Québec ou l'arborescence, les articles qui sont des catégories qui sont plus précis, mais qui sont en dessous de Québec dans une liste complète. Donc, c'est comme une manière de trouver d'autres articles sur le même sujet.
Donc, j'avais parlé des portails. En haut, ici, on a le portail de l'Abitibi-Témiscamingue. Les portails sont davantage pour les personnes, pour le lectorat, en fait. Ça nous permet de découvrir d'autres articles qui sont dans ce même domaine. La différence entre les portails et les catégories, c'est que les portails sont plus faciles à naviguer, tandis que les catégories, ça nous donne juste une liste. Mais ça nous montre les articles que la communauté wikipédienne qui travaille sur l'Abitibi-Témiscamingue trouve les plus importants. Puis peut-être des photos qui pourraient être intéressantes dans la région. Et je crois qu'à date, je ne vois pas très bien, je crois que c'est 588 ou presque 600 articles qui portent sur l'Abitibi-Témiscamingue. Derrière le portail, on a le projet Québec, donc il y a plusieurs portails pour les régions québécoises. Et derrière chaque portail d'une région québécoise, il y a le projet Québec. Et ça, c'est davantage pour les personnes qui contribuent aux articles. Et c'est une communauté qui tient à cœur l'amélioration du contenu québécois dans l'espace Wikipédia. Donc, il y a un groupe qui revient, met à jour la page et disent on devrait prioriser ces articles-ci ou voici des articles qui sont nommés pour être supprimés. Est-ce qu'on peut les améliorer avant que la communauté wikipédienne décide de les supprimer? Donc, chaque fois qu'il y a un article qui est rattaché au portail Québec qui est proposé à la suppression, le portail est notifié et on donne au portail quelques semaines pour améliorer la page. 15 minutes, OK. Peut-être vous vous êtes demandé qui rédige et évalue des articles Wikipédia. Bien, la réponse est très simple, c'est tout le monde. Donc, vous pouvez le faire, vous rédiger, vous pouvez évaluer. Tant que vous lisez, vous pouvez aussi évaluer et rédiger. Ça, c'est une des beautés de Wikipédia, c'est que tout le monde peut contribuer à son amélioration et le développement de son contenu. Mais la rédaction d'un article du début à la fin n'est pas la seule manière de contribuer à Wikipédia. Donc ici, je vous ai donné quelques idées qui me sont venues en tête de comment est-ce qu'on peut contribuer. Il y a des gens qui aiment ça corriger des fautes d'orthographe et de ponctuation. Donc, par exemple, il y a un groupe de personnes qui aiment ça changer suite A à la suite 2. Ils capotent sur ça et c'est ce qu'ils font. Et j'avais raconté ça hier à quelques personnes. Oui. Ça améliorera la qualité. Puis je crois que maintenant, la communauté en avait marre de corriger ça manuellement. Donc, je crois qu'ils ont créé un robot qui le fait automatiquement. Il y a des gens qui vont modifier la structure des paragraphes. Peut-être ils se disent « Ah, ce paragraphe, il y a trop d'informations, ça devrait être divisé. » Il y a des personnes qui vont ajouter des références ou des catégories. 2 fois par an, il y a la campagne Une Bib, une ref. Donc, une bibliothécaire, une référence, où on demande à l'ensemble des bibliothécaires du monde d'ajouter au moins une référence dans Wikipédia. Donc, il y a un petit jeu ludique qu'on fait pour trouver des articles, puis on ajoute des références. Il y a des gens qui prennent des photos. Disons, s'il y a des photos de la région, de la ville ici, on peut les prendre en photo, puis ensuite on peut les téléverser sur Wikimedia Commons et quelqu'un d'autre peut venir les utiliser dans les articles Wikipédia. Mais aussi, si c'est dans Wikimedia Commons, ils peuvent l'utiliser pour d'autres choses. Si vous le mettez sur une couverture d'un livre ou l'imprimer sur un chandail, c'est quand même... Wikimedia Commons, c'est la médiathèque libre avec du contenu média. Il y a des gens qui aiment ça traduire. Donc, ils vont aller trouver des articles intéressants en anglais, ils vont les traduire vers le français, ou ils vont trouver un article intéressant en français et traduire vers l'anglais, ou vers le portugais, ou vice-versa, ou vers... je ne sais pas s'il y a d'autres langues qui sont parlées dans la salle. Puis, il y a des gens qui vont carrément créer un nouvel article du début à la fin. Mais sachez aussi que tu n'es pas obligé de... Si jamais vous voulez créer un article, il faut juste avoir un minimum d'informations pour que l'article survive, puis ensuite d'autres personnes peuvent arriver pour contribuer à l'article. Donc, il faut avoir 2 bonnes sources pour que l'article ne soit pas supprimé automatiquement. Donc, ça peut être une source d'une revue savante, puis ensuite, disons, Le Devoir. Ça va être assez pour garder votre article. Tant que l'article soit admissible, et je crois qu'à la fin, j'ai le lien pour l'admissibilité des articles. Oh non, c'est dans le prochain diapositive. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est de faire des erreurs et on apprend de celles-ci. On fait tous des erreurs. Parfois, quelqu'un va annuler ta contribution, ça arrive. Si la personne a respecté la règle 4, elle va vous dire pourquoi ta modification a été annulée. Puis ensuite, on en apprend, puis on continue à contribuer.
Donc, qu'est-ce qui est attendu d'un article Wikipédia? Bon, premièrement, c'est l'écriture encyclopédique, de garder notre point de vue neutre et d'essayer de quand même garder, de raconter l'histoire globale de notre sujet. Si jamais on travaille pour une compagnie puis on va écrire sur des articles Wikipédia à propos de notre compagnie, il faut faire une déclaration de conflit d'intérêt. Je déconseille la rédaction des articles qui portent sur notre compagnie ou notre employeur parce que c'est plus difficile pour nous de garder, ou au moins la communauté croit que c'est plus difficile de garder une neutralité lorsqu'on écrit sur quelque chose qui nous est très, très proche. Mais ça peut nous arriver quand même. Par exemple, parfois, je vais mettre à jour des statistiques sur la bibliothèque de l'Université McGill, mais sur ma page d'utilisateur, je déclare mon possible conflit d'intérêt. Je suis très transparent. La transparence est très importante et jusqu'à date, ça fonctionne bien pour moi. Mais peut-être un jour, la communauté va commencer à remettre en question mes contributions. Et si ça, c'est le cas, ça va être à quelqu'un d'autre de mettre à jour ces choses. Parce qu'il y a tellement de travail à faire Wikipédia, je peux travailler sur plein d'autres sujets. N'oubliez pas l'importance des études secondaires. Tu avais une question? Et une autre chose, oui, parce que je commence à être un petit peu en retard. Une autre chose que je fais souvent, c'est que je m'en vais chercher un article similaire à l'article que je souhaite écrire, qui est bien écrit, qui existe depuis un peu de temps, et j'essaie de copier sa forme. Donc, au lieu de juste réinventer la roue et d'essayer de le faire moi-même, j'essaie de copier des choses qui sont déjà faites, qui ont fonctionné. Donc, toutes les modifications d'un article sont enregistrées. Il n'y a rien qui est supprimé dans l'univers Wikipédia. Derrière chaque article Wikipédia, il y a une historique avec l'ensemble des modifications. Ça suffit de cliquer sur l'onglet « Voir l'historique » et ça va nous montrer toute l'historique de cet article depuis sa création. Ah oui, j'ai une flèche aussi. Par exemple, il y a quelques jours, je suis allé chercher l'article du Québec lorsque c'était publié en 2002 et à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, depuis longtemps, ça a changé, ça s'améliore. Et en 2005 aussi, ça a obtenu la catégorie article de qualité. Donc, ça, on peut toujours voir l'historique. Et si on clique sur des dates, c'est des dates ici qui nous permettent de revoir à quoi l'article ressemblait cette journée-là. Puis, derrière chaque article, en plus de la page historique, il y a une page de discussion. Cette page de discussion a pour but d'être comme un forum, d'aider les gens à décider comment on va améliorer l'article. Les pages de discussion existent davantage avec des articles un petit peu plus complètes. Avec des articles débutants comme des articles ébauches, il y a moins de gens qui contribuent à la page de discussion. Mais avec une page comme le Québec, il faut, si on veut faire des modifications, utiliser la page de discussion parce qu'il y a tellement de gens qui contribuent à l'article. C'est mieux de demander leur avis avant de faire un changement. Donc, chaque page dans Wikipédia, que ce soit une page publique comme les articles ou des pages d'aide ou d'autres pages internes, il y a une page de discussion. Sauf les pages de discussion n'ont pas de page de discussion parce que c'est déjà les pages de discussion. Les pages de discussion sont parfois très intéressantes parce que ça se peut qu'il y ait des débats internationaux. Prenons par exemple les Wikimédiens du Québec et de la France qui ont eu un débat sur l'utilisation du balado ou du podcast. Cet exemple ici, en fait, finalement, c'était le titre, c'était pour l'article podcast et c'était les Européens qui avaient gagné cette bataille-là. Mais ce n'est pas une bataille, c'est juste une discussion amicale. Mais ce qu'ils ont fait maintenant, ça dit ils vont aussi lister d'autres manières de décrire les podcasts dans la francophonie. Donc, ils vont dire balado et balado-diffusion pour représenter davantage la diversité de la francophonie. Mais le titre qui va être utilisé, c'est le titre qui est le plus utilisé dans la langue française. Donc, podcast est utilisé plus que balado. Même chose avec le palais ou la rondelle ou la POC. Il y avait un gros débat dans les pages de discussion sur la rondelle, sur est-ce qu'on devrait appeler ça la rondelle parce que c'est le Canada qui a inventé le hockey, puis il y a des gens qui disaient qu'ils n'aiment pas ça, le nationalisme hockey québécois. En tout cas, c'est très intéressant de se revoir les pages de discussion. Mais finalement, Palais a gagné, mais il y a quand même... rondelle, ça dit, si on cherche la rondelle, ça va nous diriger vers le palais, puis ensuite, ça veut dire le palais ou la rondelle ou la POC. Puis une autre qui est très intéressant, c'est pas juste dans la francophonie, on a ce problème, mais pas de problème, mais ces échanges internationaux. Si on regarde biscuit en anglais, on voit qu'il y a des Américains et des Britanniques qui se battent sur qu'est-ce que c'est un biscuit.
Puis les Américains utilisent parfois, un petit peu comme les Européens, c'est qu'on est 350 millions, vous êtes 60 millions, on devrait utiliser notre anglais comme langue par défaut. Donc, heureusement, il y a quand même 60 millions d'anglais, puis les Australiens et compagnie sont similaires, donc il y a une meilleure balance de pouvoir. Mais, je ne sais pas, il y avait quand même des échanges intéressants sur la page de discussion de Biscuit en anglais. Donc, la classification des articles. Donc, il y a des articles de qualité. L'article de qualité a suivi d'énormes évaluations par la communauté wikipédienne et ça remplit 3 critères distincts. Donc, je n'aurai pas le temps de parler des critères, mais vous pouvez les regarder si vous voulez. Il y a uniquement 1809 articles en Wikipédia en français sur 2 millions qui ont l'étiquette article de qualité. C'est-à-dire que l'article est assez complet. L'article a couvert adéquatement, d'une manière complète le sujet, en fait. Donc, si on regarde l'article d'Émile Nelligan, ça veut dire que c'est vraiment, on a couvert tout ce qui devrait être couvert dans un article encyclopédique à propos d'Émile Nelligan. Par la suite, il y a des articles ça se démontre ici, en haut, juste en dessous de son nom, ça va nous dire si c'est un article de qualité. Par la suite, on a des bons articles qui sont très similaires quand même aux articles de qualité, sauf qu'il y a peut-être quelques faiblesses dans l'article et ça ne couvre pas entièrement le sujet comme l'article de qualité. Mais entre ces deux-là, il y a quand même 3257 bons articles et ça couvre quand même assez bien le sujet. Donc, si vous lisez l'article sur le métro de Montréal, vous devriez quand même avoir une bonne idée comment fonctionne le métro de Montréal. Et j'imagine dans cet article, si vous le regardez aujourd'hui, parce que le métro vient d'annoncer qu'ils vont garder le métro ouvert, il y a probablement quelque chose qui dit que le métro de Montréal ne ferme pas pour COVID-19. Je n'ai pas parlé des embauches encore. Donc, parfois, on va retrouver aussi des articles d'ébauche qui sont des articles débutants. Ça demande à la communauté de venir aider à améliorer cet article. Donc, l'aéroport de Rouyn-Noranda a besoin un petit peu d'amour. Donc, peut-être il y a des gens qui veulent contribuer à améliorer cet article. Donc, chaque fois que tu vois le bandeau ébauche, ça nous demande l'aide à la communauté. En passant, on continue. J'ai 5 minutes, merde. Il y a d'autres choses qui apparaissent sur des articles Wikipédia. Par exemple, il y a des cadenas. Des cadenas nous disent que cet article est semi-protégé ou protégé. Ça suffit de cliquer sur le cadenas, de voir ce que ça veut dire. Mais souvent, ça veut dire avec une semi-protection, il faut avoir un compte Wikipédia pour pouvoir modifier. Parce qu'avec beaucoup d'articles, on peut juste modifier avec notre adresse IP. Mais avec des cadenas, il faut au minimum avoir un compte, parfois un compte depuis X nombre de jours, parfois un compte depuis X nombre de jours avec X nombre de modifications. Ou parfois, il y a des articles comme le conflit israélo-palestinien où plus personne ne peut le modifier parce qu'on n'arrive pas à trouver un consensus sur cet article-là. Et donc, ça peut arriver où il y a certains articles où il n'y a pas de consensus. Je crois que Donald Trump, c'est comme ça, donc on ne touche plus. Il y a aussi des statistiques qui sont disponibles sur les articles. Donc, si on revient dans la partie historique de l'article, on voit dans la barre en haut, là, il y a des liens externes qui nous envoient vers des statistiques. Ces statistiques, si on clique sur le premier, je crois que c'est auteur, j'oublie, en tout cas, c'est outils, auteur et statistiques, je crois. Les statistiques ici nous montrent la taille de l'article. On retrouve également le nombre de modifications effectuées par les contributeurs, contributrices. Ça nous montre le nombre de liens externes, donc le nombre de liens qui vont vers d'autres articles Wikipédia, le nombre de consultations par mois. C'est quand même des statistiques très intéressantes qu'on peut retrouver sur chaque article. Si on descend la page, on retrouve aussi les contributeurs qui ont fait les plus de contributions. Donc, on voit à gauche qu'il y avait quand même quelqu'un qui a fait énormément de contributions, parce que ça, c'est le nombre de contributions en quantité. Je contribuais, j'enregistrais, je contribuais, j'enregistrais. Puis à droite, on voit le nombre de contributions par taille de contribution. Donc, il montre la différence parce que parfois, il y a des gens qui ont fait 3 modifications dans un article, mais ils n'apparaissent pas à gauche, mais ils ont carrément fait la plus grande modification dans ces 3 modifications, donc ils apparaissent à droite. Donc, ça nous donne 2 manières différentes de voir qui et comment le monde a contribué à un article Wikipédia. Si on continue, si on revient sur la page histoire de l'article, il y a un autre lien qui s'appelle l'information sur la consultation, le nombre de consultations, et cet outil nous permet de voir le nombre de voir les statistiques de consultation sur un ou plusieurs articles en même temps dans Wikipédia. Donc, ce que nous voyons ici est une comparaison de 3 articles qui portent sur le coronavirus, parce que c'est de l'actualité. En bleu, c'est l'article...
En bleu, c'est l'article qui porte sur le coronavirus de manière générale, qui a été créé en 2006, parce qu'avant ça, le coronavirus, c'était pour le SARS, le MERS, etc. Puis, le 5 février 2020, on a créé l'article sur le COVID-19, sur le virus même. Et le 19 janvier, on a créé l'article sur l'épidémie mondiale. Et ça a changé depuis. Le 10 mars, c'est devenu la pandémie. Et on voit que ces articles ont été consultés 4 millions de fois depuis... attends, je n'ai pas la date. Depuis le 14 janvier 2012, ces articles ont été consultés 4 millions de fois. Selon les statistiques que j'ai vues de cet article, le coronavirus de manière générale, entre le 1er juillet 2005 et le 13 janvier 2020, l'article a été consulté en moyenne 70 fois par jour, tandis qu'aujourd'hui, c'est consulté 51 000 fois par jour en moyenne. Donc là, je voulais vous montrer une nouvelle photo depuis hier, parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées hier et aujourd'hui. Il y avait l'article « Épidémie » a été changé à « Pandémie » et c'est le bleu qui est représenté là. Puis on voit qu'il y avait une chute de consultation sur la pandémie dès que l'Organisme de la santé mondiale avait déclaré que ce n'était plus une épidémie, c'était une pandémie. Donc on voit un petit peu le lien entre Wikipédia et les actualités, comme le monde est consulte. Et je crois que ça dit que depuis, ça c'est le 1er février, je crois que ces statistiques-là, depuis le 1er février, l'ensemble de ces articles ont été consultés 2,8 millions de fois. C'est quand même beaucoup si on regarde des articles qui ont en moyenne 4-5 consultations par semaine. Et si le temps le permet, je vais me faire juste un petit topo. Je trouve que ces statistiques démontrent aussi l'importance pour les éducateurs et les éducatrices en milieu universitaire, cégep, école primaire, secondaire, à regarder Wikipédia d'une manière sérieuse. Il y a des gens qui l'utilisent, les enfants l'utilisent, tout le monde l'utilise, et on peut le transformer en outil pédagogique. Donc, il y a de plus en plus d'universités et cégep au Québec qui commencent à avoir des projets pédagogiques où les profs introduisent des devoirs Wikipédia dans les salles de cours et ils jettent le devoir jetable. Donc, à la place de demander à l'étudiant d'écrire un papier, il va dire « OK, choisissez un sujet, puis améliorez l'article ou certains articles dans Wikipédia à propos de votre sujet. » Et grâce au fait que rien n'est supprimé dans Wikipédia, on peut garder et on peut voir toute l'historique de contribution d'un étudiant et on arrive à noter la contribution. Il y a d'autres statistiques en bas de la page qui nous montrent juste des informations un petit peu plus générales sur l'article dans une forme en tableau. Et toutes ces données sont ouvertes, donc on peut les télécharger, on peut les manipuler, on peut faire des graphiques avec si on veut. Donc, pour conclure, Wikipédia, il ne faut pas oublier que c'est un projet encyclopédique et collaboratif. Et j'accentue projet ici parce qu'on a vu qu'il y a 1 000 environ d'articles qui sont de qualité et 3 000 qui ont l'étiquette de bon article. Donc, ça veut dire que les autres millions d'articles sont soit des ébauches, des articles qui n'ont pas atteint le statut de bon article. Donc, on ne peut pas prétendre que Wikipédia est encore une encyclopédie. Donc, c'est pour ça qu'on aime dire, au moins moi et mes collègues bibliothécaires, on aime dire que c'est un projet encyclopédique et peut-être jamais, mais au fur et à mesure, peut-être on va arriver à le changer en encyclopédie. Mais je crois que ça va toujours rester un projet parce qu'il y aura toujours de nouveaux savoirs qui sont créés, qui ne seront pas assez bien couverts. Tout le monde peut contribuer. On a tous une expertise, une passion. Il y a sans doute un sujet dans Wikipédia sur lequel on peut participer. Il y a une Française qui capote sur les chevaux. Donc, si jamais vous allez sur la page d'accueil de Wikipédia, chaque jour, l'article labellisé change et c'est presque toujours un cheval. Parce qu'elle écrit énormément sur des chevaux, puis ces articles arrivent, sont tellement complètes, elle arrive à les avoir labellisés articles de qualité. Donc, elle a trouvé son créneau. Je ne sais pas si elle a un doctorat en cheval, je ne sais pas si ça existe, mais elle écrit des super bons articles, elle fait de la recherche, puis elle les rédige pour monsieur, madame, tout le monde comme nous. Toute l'histoire est enregistrée, donc on ne peut pas casser Wikipédia ou n'importe quel autre projet Wikimedia. C'est que souvent, on a peur, si je change quelque chose, ça va détruire Wikipédia. Non. Disons, si par hasard, vous supprimez complètement l'article Wikipédia du Québec, on peut annuler la contribution, puis ça revient comme ça. Et il y a des robots qui surveillent si jamais quelqu'un supprime un article.
par hasard, ou s'il y a un certain nombre de caractères qui disparaissent dans un article, le robot vient voir, et souvent, c'est des accidents, donc ils vont l'annuler automatiquement. Il y a quand même d'importants fossés dans Wikipédia, mais sont tranquillement en train d'être comblés. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent à représenter davantage juste le Québec en général. Donc, même les hommes québécois dans l'espace francophone, les hommes blancs québécois sont quand même, il y a un fossé. Il n'y en a pas tant que ça qui sont couverts dans le Wikipédia en français. Mais donc, il y a des gens qui essaient de combler ces fossés. Puis là, j'avais parlé un devoir Wikipédia pour remplacer les devoirs jetables. Puis finalement, si jamais ça vous intéresse dans vos régions respectives, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Montréal? Il y a un Wiki Club à Montréal, si jamais ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Québec? Bien, si jamais vous le regardez plus tard, les gens de Québec, il y a un Wiki Club qui existe à Québec. Mais si jamais vous venez d'une autre région, d'une autre ville, vous pouvez fonder une Wiki Club qui sera associée à Wikimedia Canada. Ça ne vous demande pas un engagement financier, ça vous demande un engagement de parler des projets Wikipédia et de peut-être soutenir des activités dans vos territoires respectifs. Et donc, si jamais ça vous intéresse, c'est le fun parce que comme ça, on peut en avoir à Rouyn-Noranda, à Sherbrooke, je ne sais pas, à Sept-Îles, etc. Et autre topo, on a du matériel qu'on peut prêter, du matériel de numérisation, des matériels de photographes. Je ne sais pas, il y a d'autres matériels que je ne connais pas très bien qu'on peut prêter. Puis, vous avez aussi l'accès à nos subventions. Donc, on donne des subventions au groupe. Par exemple, si vous voulez avoir une activité, vous voulez acheter de la pizza pour tout le monde, bien, on peut vous rembourser pour ça. Mais il faut faire une demande quand même. Ou si vous voulez vous déplacer, je ne sais pas, à la baie James et vous voulez être remboursé pour les kilomètres parcourus. On peut, si les Wikimedia Canada l'approuve, là, parce qu'il y a tout un comité des programmes qui débattent sur les subventions, c'est une manière d'avoir des fonds pour faire des activités Wikipédia. Puis, si jamais vous commencez à être gros, on peut vous aider à obtenir des subventions directement de la Fondation Wikimedia. La Fondation Lionel Gourde, d'ailleurs, pour des gens, c'est un bon exemple. Eux, ils ont obtenu l'année passée une subvention de 100 000 $ pour embaucher un Wikimédien en résidence pour développer des projets autour de l'histoire québécoise dans Wikipédia. Donc, il écrit des articles Wikipédia sur l'histoire québécoise. Et on a soutenu la candidature de la Fondation Lionel Gourde avec la Fondation Wikimédia d'obtenir la subvention. N'oubliez pas, cette présentation est disponible si jamais vous le voulez. Je peux l'écrire pour vous à la fin si vous le voulez. On a vu qu'une petite partie de l'univers Wikipédia et Wikimedia aujourd'hui, donc je vous encourage de continuer à explorer. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Au début, ça a l'air un petit peu difficile, mais la communauté est gentille et oui, j'aime beaucoup ça. Donc, j'imagine que vous avez des questions. Je vais te laisser, Rosie, diriger les questions. Est-ce que j'ai compris que tu disais que personne ne peut supprimer quelque chose de... Tu sais, parce que, par exemple, s'il y a une faute, quelqu'un veut la changer, c'est quoi une faute? En tout cas, comment... Mais dans le sens où ça va juste apparaître dans l'historique. Donc, c'est parce que c'est supprimé sur l'article actuel. Oui, c'est ça. On peut toujours voir des anciennes versions. Donc, s'il y avait une faute ou si quelqu'un avait dit que... Il y a beaucoup de trolls qui essaient de troller Wikipédia. Quelqu'un a dit, disons, si Rosie avait une page Wikipédia, Rosie n'arrive pas à dire des bonnes blagues. Mais là, on va voir ça, cette modification sera annulée, mais ça sera toujours dans l'historique. Durant les élections, on en voit beaucoup. Là, quand oui. Ah oui, surtout... ils ont dû fermer la page. Des trucs sans fin, là, je peux, mettons, je donne un exemple, là, mettons la biographie d'un maire. Mm-hmm. Là, tu sais, c'est quand même la bio, il y a des informations plus factuelles. Là, tu veux rajouter une information qui est plus sensible, mais tu sais, qui est vraie. Mm-hmm. Mais là, tu sais, je sais pas moi si s'en attaché, tu sais, l'enlève ou de lui-même. Mais tant que ça a été publié dans une source secondaire,
son droit d'exister dans Wikipédia. Donc, il faudra voir est-ce que si c'est son attaché de presse qui est en train d'enlever, il n'y a pas de droit de faire ça. Surveiller un petit peu ces trucs. Oui. Oui, vas-y, c'est vrai. Dans un objectif de découvrabilité, là, on veut tous avoir une page pour nos productions, notre catalogue, et puis notre entreprise, et puis notre personne aussi, nos collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut contribuer, comment est-ce qu'on peut mettre les trucs alors que l'autopromotion n'est pas encouragée dans Wikipédia, c'est un peu paradoxal. Je vous conseille de regarder l'admissibilité des articles parce que dépendamment du sujet, il y a des règlements qui gouvernent les auteurs, qui gouvernent les athlètes, qui sont pas des règles concrètes, mais ça va nous dire, pour un auteur, par exemple, il faut avoir 2 publications, 2 livres publiés pour qu'il puisse avoir un article Wikipédia. Ou je ne connais pas exactement toutes les règles d'admissibilité, mais il y a quand même, ça va dire pour un forum, par exemple, pour une OBNL, par exemple, il y a certains critères à remplir pour que la communauté accepte sans discussion. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer la page et juste défendre. En fait, dans la région, c'est quand même très important, cet organisme-là. Je vous conseille peut-être de... C'est un cas par cas. Donc, si vous êtes un organisme culturel, peut-être c'est un petit peu plus facile. Il faudra voir exactement c'est quoi le but de votre organisation. Est-ce qu'il y avait de la couverture médiatique sur vous? Parce que si vous n'avez que des sources qui proviennent de vos sites web, bien, ça, on ne peut pas créer, parce que c'est considéré comme des sources primaires. Donc, il faudra que les journaux locaux, peut-être une magazine spécialisé, si le Devoir de la presse couvre, tant mieux, ou Radio-Canada. Ces liens-là demandent la Oui. Et si jamais on gagne un prix, ça aide aussi, parce que ça monte en notoriété. Marika, tu Oui. as une question? Tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose par rapport à un travail pédagogique que les enseignants peuvent peut-être permettre à leurs étudiants d'être contributeurs Wikipédia. Je trouve ça vraiment génial comme idée. Par contre, d'un autre côté, lorsqu'il y a des travaux universitaires, ou en tout cas des travaux, et que Wikipédia est sourcé, souvent les professeurs considèrent que c'est du plagiat. C'est quoi la position de... Bien, moi, je peux parler d'une manière très individuelle parce que je ne sais pas si on a une position à Wikimedia Canada ou dans la Fondation sur l'utilisation des articles Wikipédia comme source, mais moi, je ne crois pas qu'on devrait citer des articles Wikipédia. J'avais montré la partie qui montre toutes les sources. Ça nous donne une mine d'autres sources qu'on peut aller consulter. Je cite jamais des encyclopédies, en fait. Quand je lis l'Universalis ou des encyclopédies spécialisées ou des dictionnaires spécialisés, c'est pour essayer de juste me façonner une idée autour d'un sujet que je connais pas super bien. Puis ensuite, dès que j'ai une fondation, je commence à lire des choses scientifiques, des monographies ou des revues. Puis ensuite, je vais citer ces choses-là. On n'a jamais vraiment cité des encyclopédies, donc on ne cite pas Wikipédia. Là aussi, je serais curieuse d'avoir la tienne. Oui. Puis justement, en contrepartie des sources dont tu parles, tu sais, quand on parle, on a parlé de découvrabilité, la découvrabilité des contenus culturels québécois. Mettons que tout le monde ici, là, on fait une contribution par semaine. Ça Oui. va vraiment augmenter. Cependant, je pense à des artistes qui sont peut-être moins établis, qui n'ont pas été couverts par les médias, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si tu as des recommandations quand il n'y a pas nécessairement du... Ça, c'est difficile de... en fait, c'est pas aussi difficile que ça. S'ils n'ont pas une couverture médiatique, on ne peut malheureusement pas écrire un article Wikipédia sur ces artistes-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres projets qui peuvent être utiles. Par exemple, on peut utiliser Wikidata pour au moins recenser des faits à propos de cette personne-là. On peut utiliser Wikimedia Commons, donc disons si la personne, on peut prendre la photo, s'ils ont fait des œuvres d'art qui sont dans le paysage public. Si c'est une œuvre d'art qui est à l'extérieur, c'est dans le domaine public. On peut le prendre en photo sans problème. L'œuvre en soi n'est pas, mais la photo qu'on prend, on a le droit... Mettons un artiste qui n'a peut-être pas de médias qui l'a couvert, mais qui aurait reçu une bourse de création du calque. Est-ce
que c'est quelque chose qui pourrait être... Mais ça ne va pas lui donner le droit d'avoir un article Wikipédia. Mais quand même, on peut utiliser Wikidata, Wikimedia Commons comme temporaire, parce qu'à un moment donné, l'espoir, c'est que l'artiste va, à un moment donné, pouvoir avoir un article Wikipédia, puis on aura déjà tout ce contenu qui est prêt. Donc, Wikidata, ça nous donnera toutes les données bibliographiques sur notre artiste, puis on aura déjà du contenu dans Wikimedia Commons qu'on peut ensuite insérer dans les articles Wikipédia. Ça répond à votre question? OK. Qui héberge Wikipédia? La Fondation Wikimedia. Mais est-ce que quelqu'un peut dire, moi, je run a node, je soutiens, je fournis une instance informatique pour rouler un node qui héberge, ou c'est juste comme ça, c'est centralisé, c'est juste... À ma connaissance, tous les serveurs sont en Californie. Ça se peut que je me trompe, mais je sais que tous les serveurs sont contrôlés par la Fondation Wikimedia. Mais vous pouvez quand même, si vous voulez, c'est comme Wikimedia Dumps ou quelque chose. C'est un site web de la Fondation Wikimedia où on peut aller télécharger l'ensemble de Wikipédia en anglais, si on veut. Parce que c'est libre, c'est en libre accès. La Fondation fonctionne vraiment où tout ce qu'on crée, quelqu'un peut le télécharger et modifier s'il veut. Donc, si ça vous tente de faire ça, vous pouvez télécharger l'ensemble de Wikipédia en anglais ou en français, ou même peut-être, je crois, il y a un fichier pour l'ensemble des langues, des 308 langues sur Wikipédia. Ben, moi, ma question va peut-être avoir la niaiseuse. Ben, Mais non. On se crée un compte Wikipédia, qu'est-ce que j'ai fait hier dans le workshop. Mhm. Et là, on lit tout ce que tu disais au début, qu'il y avait des questionnements. Mais là, si on a des problèmes et qu'on veut les résoudre, on a des questions, on a soumis des articles qui sont refusés. OK. On va... Bien, soit vous pouvez... Pardon? Bien, il y a à gauche, il y a une partie qui s'appelle Contact, dans le menu à gauche, en fait. Oh, je vais vous juste... Mais il y a des ressources qui peuvent nous aider dans Oui, vous pouvez communiquer avec d'autres contributeurs. La personne qui l'a supprimé, vous pouvez lui demander pourquoi. Souvent, un bon ou une bonne contributrice va vous dire pourquoi votre article n'était pas admissible. Et si vous êtes en accord avec ça, si vous acceptez la réponse, bon, ça reste là. Et si vous êtes en désaccord et vous voyez, en fait, cette règle peut-être c'était appliquée pas de la bonne manière, il y a toujours une manière de désupprimer, on dit ça? D'annuler la suppression d'un article? Disons que mon article est supprimé, Oui. puis que la personne me dit pourquoi. Bon, là, je vais avoir des outils pour... On peut le retravailler et... Oui. OK. Mais ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas certaine que votre article va être accepté, c'est de travailler dans votre bouillon. Le bouillon, c'est un espace qui vous appartient. Vous pouvez travailler l'article là. Vous pouvez partager votre lien bouillon avec d'autres personnes qui contribuent à Wikipédia et vous pouvez leur demander des conseils. Puis là, ils vont dire « Ah, je crois pas, mais... » C'est ce que j'avais fait avec un étudiant, justement. Je lui ai dit « Travaillez dans votre bouillon. » Puis ensuite, il a beaucoup travaillé. Ça commence à avoir vraiment d'un article Wikipédia. Et quand je me suis dit « Ça va être difficile de justifier une suppression de cet article-là », c'est là où on l'avait transféré dans l'espace public des articles. Mais le bouillon, je crois que c'est une très bonne place. Et surtout, si vous avez des Wikiclubs ou un groupe de gens qui travaillent sur Wikipédia, vous pouvez toujours écrire à Wikimedia Canada aussi. On peut essayer de trouver des gens pour vous. Mais une autre chose, c'est lorsque vous allez sur la page historique... Attends, j'ai-tu... Oui, ici. Fait qu'on peut se pratiquer. Mais lorsque vous allez sur la page historique sur un article qui est similaire à l'article que vous souhaitez écrire, même sujet à peu près, vous pouvez voir les autres utilisateurs qui ont contribué à cet article. Donc, ça peut être des bonnes sources pour leur demander « Est-ce que vous pouvez me donner des conseils sur mon article? C'est dans mon bouillon, voici le lien. Est-ce que vous pouvez peut-être faire une pré-évaluation de mon article pour éviter, parce que je ne veux pas que ça soit supprimé. » Ça, c'est... Mais en fait, tu peux accueillir par Wikipédia aussi. Sûrement, tu retournes voir dans ta boîte courriel. Oui. Oui, puis il y a quelqu'un qui va t'accueillir, te dire... Moi, j'ai vu ce matin, mais je n'ai pas été le voir. Donc, cette personne-là est vraiment là pour t'aider. Ah oui? Ah, Oui, il y a toute une zone aussi qui s'appelle le bac à sable qui te donne toutes les Ouais. règles, Oui. chaque section, comment tu peux la travailler. Tu sais, c'est vraiment que... Puis, un bel accompagnement tout au long quand tu fais la musique aussi. oui,
Ah bon, OK. Et si vous écrivez, pardon, quelque chose comme pas quelque chose, mais sur un sujet qui porte sur les femmes, les 100 pages, c'est une bonne ressource. Si vous écrivez sur vraiment avec les portails des groupes d'utilisateurs, ça, c'est des bonnes sources aussi pour nous aider à... Parce qu'ils veulent que votre article reste, ils ne veulent pas le voir supprimé. Dans mon cas, c'est plus pour l'organisme pour lequel je travaille. Oui. Ma maison, la maison du frère Moffett. Mais si vous vous écrivez sur l'édifice en soi, il faudra juste déclarer un conflit d'intérêts et demander des conseils d'autres personnes qui écrivent sur les bâtiments historiques au Québec. Pas d'adjectif, là, Oh, oui, je comprends. OK. Par rapport au conflit d'intérêt, elle est où la limite du conflit d'intérêt? Si je veux écrire sur mon frère qui est un grand acteur underground, c'est à partir de quel moment il faut déclarer un conflit d'intérêt? C'est juste la compagnie pour laquelle on travaille ou... Moi, je déclare mon conflit d'intérêt dans ma page personnelle. Moi, je déconseille... Mais moi, je peux vous juste raconter ce que moi, je ne ferai pas. Je n'écrirai pas un article du début à la fin sur un sujet qui porte sur mes guides. Peut-être un personnage. J'avais quand même écrit l'article sur Isabella McLennan qui avait donné l'argent pour créer notre bibliothèque. Mais c'est difficile. C'est quand même une zone grise parce qu'il n'y a pas vraiment de règles précises. Si c'est votre frère, non, mais si c'est votre deuxième cousin, oui. Moi, je dirais dans ce cas-là, peut-être vous pouvez le faire dans un bouillon et on demande des avis d'autres personnes qui ont peut-être écrit des biographies sur dans ce cas-là, des Québécois qui peuvent dire « Ah, ça va aller ». Et en plus, on peut leur demander de faire des modifications dans notre bouillon, puis ensuite, on va voir qu'il y avait d'autres personnes qui ont contribué au bouillon. Et lorsqu'on le transfère dans la page principale, on va voir toutes ces modifications qui sont là. Donc, on voit qu'on a essayé d'adresser le problème de biais, de conflit d'intérêts avant de le publier. Donc, c'est un petit peu... il faut peut-être attendre quelques semaines ou quelques mois avant de publier l'article, mais oui, c'est ça ce que je ferais. Oui. Ça serait quoi la prochaine grande étape des Wikis? L'avenir des Wikis? Oh, bien, la Fondation est en train de faire leur plan 2030, mais le COVID-19, ils étaient censés se revoir en Allemagne dans quelques semaines, mais ça s'était annulé. Mais si vous voulez, en fait, si vous cherchez stratégie Wikimedia, vous allez voir, il y a genre 17 recommandations pour rendre Wikipédia plus inclusif. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de femmes et de minorités qui sont pas forcément chassées de contribuer, mais ils se voient que tous leurs sujets sont hyper surveillés, ou ils se sentent hyper surveillés par les autres contributeurs. Ils voient leur sujet remis en question en continu. Donc, je crois que la prochaine étape, c'est de rendre Wikipédia un espace plus sécuritaire pour tous et toutes, parce qu'on sait qu'il y a des fossés, il y a des grandes lacunes de couverture de contenu. Mais le plan 30, là, 2030, consiste en quoi? Parce que c'est 10 ans, ça arrive. Ben, c'est juste une proposition pour l'instant, parce que la communauté n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer autour du projet. Mais il y a quand même des choses intéressantes dans le... C'est que la sécurité est importante, la représentation des personnes différentes, le fait que parfois, juste contribuer à Wikipédia, c'est difficile. Il y avait beaucoup de réticence à avoir l'éditeur visuel. Il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça. Ils ne voulaient pas qu'on mette des efforts dans la création de l'éditeur visuel. Et ça empêchait beaucoup de gens à contribuer parce que si on ne sait pas coder, on ne sait pas coder, quoi. Merci.